sujet qui incite au débat, qui incite au questionnement, qui incite à la réflexion. C'est dans ce contexte que la Data Week s'inscrit, en vous proposant durant 3 soirées, 4 présentations concoctées par nos étudiants et une série d'une douzaine de conférences. Mais avant de laisser la parole aux intervenants, je voudrais remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin à cet événement. Merci aux conférenciers de nous faire l'honneur de leur présence. Merci aux étudiants s'étant investis avec cœur dans le projet. Merci aux différentes équipes qui permettent la réalisation de l'événement. Et un merci tout particulier à Madame Charlier qui porte ces Data Week à bras le corps. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable soirée, riche en découvertes. Bonne soirée. Chères étudiantes, chers étudiants, je regrette de ne pas pouvoir être présente, mais je tenais à venir vers vous, même si ce n'est que sous la forme d'une vidéo ou autrement dit de données numériques. Des événements comme la Data Week, ils illustrent la qualité de notre enseignement supérieur francophone et particulièrement des formations professionnalisantes proposées dans nos hautes écoles. Elles vous permettent d'une part de maîtriser des savoirs qui sont complexes dans des secteurs en évolution constante. Et elles vous permettent aussi et surtout de mettre en pratique des savoir-faire de pointe et de faire de vous des professionnels compétents qui sont directement employables dans des secteurs d'avenir pour la société. Et s'il y a bien un secteur qui a besoin de cerveau, c'est le secteur des données qui évolue sans cesse et qui prennent une place qui est de plus en plus importante dans nos vies quotidiennes. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que nos frigos seraient connectés ou qu'une montre, par exemple, pourrait détecter nos problèmes de santé? Ces évolutions technologiques, elles sont évidemment fantastiques, mais elles posent également la question très pratique dans toute une série de domaines, et en particulier la question de la protection des données. Et c'est dans ce cadre que vous, professionnels du domaine, vous avez un rôle central à jouer. D'abord, pour informer, pour conscientiser les citoyens à l'influence que ces données peuvent avoir, les risques qu'elles peuvent présenter pour la vie privée, mais aussi les grandes opportunités qu'elles offrent si elles sont utilisées de manière positive. Ensuite, évidemment, pour assurer la sécurité de ces données, tant celle des citoyens que celle des entreprises. Vous contribuerez de cette manière à un monde où chacun peut vivre libre, en sécurité, et aussi contribuer à une économie où l'innovation, elle est protégée. Votre formation, elle vous prépare parfaitement à remplir ces 2 missions qui sont très importantes, et je m'en voudrais évidemment de ne pas saluer l'excellent travail de vos professeurs qui vous y ont formé avec cet objectif bien précis en tête. Je ne doute pas que dès vos études finies, vous serez fortement sollicité pour mettre votre expertise de pointe au service de notre société. Je vous souhaite un très bel événement et d'ores et déjà, bonne chance pour le début de votre vie professionnelle active. À très bientôt. Test. Ouais, c'est bon, ça marche. Eh bien, bonjour, bienvenue à la Data Week. Ici, donc, je vais vous présenter le sujet qui est la weaponisation de la data. Aussi, je vais d'abord, avant tout, présenter peut-être les intervenants. Donc, il y a moi-même, Mike 2000. Je vais surtout faire tout ce qui est définition. Nous avons Valentin Jacques, ici présent, qui est notre spécialiste en chiffres et en acteurs malveillants. Nous avons Maxime Davister, notre Black Hat, on va dire. Il va vous présenter un cas concret qui est Pegasus et Stuxnet, ainsi que Nico Istas, qui est notre démo technique, qui est responsable de démo technique. Voilà. Nous voulons aussi remercier Timothée Maljean, technicien qui est à la régie actuellement. Aussi, nous aimerions remercier Amaury André, qui était notre responsable pour l'édition. Colin Gillet, Mylène Tolo et Antoine Tourtois qui sont à l'accueil. Et Hugo Dasseleir qui nous a aidé à faire cette démo technique. Donc, je vais vous parler un peu du plan de notre présentation. Ça va être surtout une première partie où nous allons introduire le sujet. Donc, qu'est-ce que la définition de la weaponization de l'information? Un peu de cas global, des concepts globaux comme qu'est-ce qu'un script kiddies, qu'est-ce qu'un black hat, qu'est-ce qu'une APT, comment ils opèrent.
Nous allons vous donner quelques chiffres. Ensuite, nous passerons sur un cas concret, donc vraiment Pegasus et Stuxnet, comment les datas sont utilisées à des fins malveillantes. Nous allons enfin, en dernière partie, vous démontrer l'utilisation de la data grâce à un malware que nous avons préparé. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du sujet de la weaponisation de l'information, car dans le monde connecté dans lequel nous vivons, toute personne est obligée aujourd'hui d'être en contact avec de l'informatique, que ce soit avec une simple montre connectée, un téléphone, mais parfois vous êtes en contact avec des postes qui contiennent des informations sensibles, comme des systèmes SCADA, des systèmes de contrôle nucléaire, des systèmes aériens, et encore bien d'autres. Pour comprendre un peu ce que c'est la weaponisation de l'information, nous devons éclaircir ce point. Qu'est-ce que la weaponisation? C'est le processus où des outils sont confectionnés ou utilisés pour attaquer une ou plusieurs cibles. Dans un contexte industriel, cela peut perturber les opérations critiques, conduire à des pertes humaines, matérielles, financières, de réputation ou de confiance. Il est courant que des attaquants créent un fichier ou un service malveillant et le fournissent à leurs victimes. Les entités visent généralement des cibles spécifiques pour paralyser, détruire ou rechercher de la propriété intellectuelle, comme des plans industriels, des plans militaires, des formules chimiques, etc. Maintenant que vous comprenez un peu ce qui se cache derrière ce mot, la weaponization, qui sont donc ces personnes qui cherchent à obtenir vos données pour obtenir un accès à des postes placés dans des réseaux critiques? Quels sont donc leurs objectifs? Ok, nickel. Donc, comme l'a dit Mike, je vais vous présenter les acteurs. Alors, on les a catégorisés en 3 parties, et je vais donc commencer par les script kiddies. Bon, alors, les script kiddies, c'est une catégorie de personnes qui ont généralement une base assez faible et qui vont aller rechercher sur Internet ou sur les forums des outils ou des malwares qui sont préconstruits et qu'ils pourront ensuite utiliser pour infecter l'une ou l'autre cible, ou en tout cas tenter de les affecter. Alors, ce qu'il y a, c'est que les script kiddies en particulier ne comprennent pas vraiment la dangerosité, mais comme ils vont utiliser des scripts qui ne sont pas faits par eux, eh bien, ça peut quand même être dévastateur pour certaines entreprises. Puisque maintenant, on sait très bien que sur YouTube ou sur Reddit ou n'importe où, vous pouvez trouver des tutos assez bien faits pour pouvoir hacker quelque chose. Généralement, ce sont des sandbox, donc des environnements sécurisés, mais là, peut-être qu'ils voudraient le faire contre d'autres type de cible. Alors, donc oui, il est probable, comme je vous l'ai dit avant, que certains de ces scripts kiddies utilisent ça sur d'autres types de cibles et provoquent des dégâts qui sont bien réels. Alors, leur motivation est de tester, tester, bidouiller, voir ce que ça donne, et donc rien de mieux que de ressentir l'adrénaline que d'essayer de tester quelque chose sur une vraie cible. Alors, ne le faites pas, s'il vous plaît. Alors ensuite, nous avons les Black Hats. Alors les Black Hats, c'est la partie la plus connue. Les Black Hats, on les appelle souvent les hackers. Et alors, ces personnes-là ont très généralement un but monétaire. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont essayer d'infecter un système d'information en faisant des dégâts ou pas, pour pouvoir ensuite demander à la victime une rançon. En tout cas, ça, c'est la majeure partie des utilisations. Ce genre de personnes ont assez de connaissances pour pouvoir créer leurs scripts eux-mêmes, ou alors les acheter, ou alors les télécharger là où ils veulent. Ensuite, nous avons les APT. Alors, les APT, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. C'est des groupes dont on n'entend pas forcément parler, mais qui sont pourtant bien réels. Donc, les APT... eux vont se frotter à des cibles qui sont beaucoup plus résistantes, ou en tout cas beaucoup plus grosses. Ici, on parle du système d'électricité d'un pays en entier, d'une entreprise, d'une très grosse entreprise, dans n'importe quel secteur, ou alors dans la finance, dans l'industrie. Alors, leurs 2 principales sources pour pouvoir rentrer dans les systèmes d'information sont les failles 0D et le spear phishing. Attends une petite seconde. Le spear phishing et la faille 0D, tu penses que tout le monde est au courant de la définition non? Bah écoute, on peut définir le phishing ou le spear phishing comme une forme d'ingénierie sociable, dans laquelle l'attaquant tente de vous inciter à donner vos informations d'identification ou à accéder à votre système. Un autre objectif du phishing est aussi de vous inciter à télécharger un code malveillant qui
sur votre ordinateur et cela peut se produire lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous ouvrez une pièce jointe. Quand on parle de faille 0-day, en fait, c'est un défaut inconnu dans la nature qui expose une vulnérabilité logicielle ou matérielle et qui peut créer des problèmes complexes, bien avant que quiconque ne sache qu'il existe, en fait. En fait, un exploit 0-day, ça ne laisse que très peu de possibilités de détection, même si aujourd'hui, les IA sont capables d'en prévenir quelques-unes. Voilà. Alors ensuite, nous allons parler des objectifs de ces APT. Donc évidemment, leurs objectifs, comme c'est d'attaquer des cibles beaucoup plus grosses, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est généralement de dérober de la propriété intellectuelle, et ce, sur toutes sortes de cibles et sur toutes sortes de vecteurs. Donc via des réseaux sociaux, en allant chercher des informations à gauche, à droite sur certains politiciens. Donc vraiment, le but, c'est de rentrer à tout prix quelque part. Alors ensuite, il y a 3 types d'APT. Les premiers sont ceux qui sont directement liés à des États. Donc il faut savoir que par exemple la CIA ou alors le KGB, eh bien, ils passent sous une sous-catégorie des APT, puisque finalement ce sont des groupements organisés qui s'attaquent à certaines cibles, et souvent des très grosses cibles. Alors ensuite, nous avons les indépendants avec des liens avec ces États. Alors là, c'est un petit peu les mercenaires d'Internet. Donc ces gars-là, ils vont être engagés et ensuite, ils vont avoir une cible, ils vont avoir ils vont peut-être avoir certaines portes d'entrée ou certains accès. Mais donc leur but, c'est que les États en question vont les engager tout comme des mercenaires pour faire peut-être le sale boulot ou alors peut-être leur remettre la faute dessus s'ils commettent des erreurs. Et ensuite, nous avons les indépendants. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez peu connu du grand public. Et donc à ce moment-là, on a des groupements qui peuvent être très très bien organisés aussi, mais qui ont leur volonté propre. Alors ici, nous allons passer en revue un schéma type d'une attaque. Donc bien sûr, pour les professionnels qui sont dans la salle, on va faire au plus vite et au plus court. Donc la phase 1, c'est la phase reconnaissance. Donc là, pour la phase reconnaissance, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir la cible, ce qu'on veut, donc quel type d'information nous voulons, et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire après. Ensuite, dans la phase 2, nous allons scanner la cible. Donc on va faire du social engineering, donc on va aller voir sur les réseaux tout ce qui traîne. On va essayer de scanner des ports, donc des portes ouvertes sur un système d'information. Ensuite, dans la phase de gaining access, en fonction de ce qu'on a scanné plus tôt, eh bien, on va élaborer un payload, donc du code malveillant, qu'on va ensuite pouvoir injecter sur le système d'information cible. Et puis sur la phase 4, nous allons maintenir ces accès. Donc là, le but, c'est vraiment de cadenasser les accès qu'on a gagnés à l'intérieur du système d'information cible. Et puis on passe ensuite à la phase 5, qui elle demande de pouvoir effacer ces traces. Donc ça veut dire que dans les fichiers de journalisation, donc quelquefois, eh bien, il y a des fichiers dans lesquels on voit si quelqu'un s'est connecté ou pas. Eh bien, on va directement aller dans ces fichiers-là et supprimer que l'utilisateur inconnu, c'est-à-dire les méchants APT, sont arrivés. Alors ensuite, on va avoir quelques statistiques, maintenant qu'on a fait nos 3 catégories d'acteurs. Alors, il faut savoir que les PME sont les plus vulnérables et surtout les plus ciblés, parce qu'il y en a énormément. Et donc il est logique que ce soit les plus ciblés. Alors, aux États-Unis, il y a 4,62 millions de dollars qui ont été infligés à cause de ransomware en 2021. Alors, ce chiffre peut à premier abord paraître assez faible, mais il ne l'est pas, puisque ici, on parle de sociétés qui ont porté plainte déjà de 1, de sociétés qui ont été atteintes par des ransomware de 2, et donc ça veut dire que toutes les sociétés qui ont été atteintes par divers hacks d'une autre manière, ou alors qui n'ont pas porté plainte, ne sont pas comprises. Donc je pense que ce chiffre peut largement grossir. Donc ces 4,62 millions de dollars est une augmentation de 10% par rapport à l'année 2020. Ensuite, on va parler du secteur hospitalier. Donc, dans les hôpitaux, il y a eu une augmentation de 29% des attaques par rapport à l'année 2020. 34% des attaques sur les hôpitaux viennent d'acteurs internes. Alors par acteurs internes, on parle de personnes tierces, ou alors on parle de personnes qui se sont déjà introduites dans l'hôpital et qui ont le droit ou pas, ça dépend. Et ensuite, on a le crime organisé qui, lui, vaut pour 36% de cette part.
Ensuite, quelles sont les motivations de tous ces gens qui cherchent à attaquer les hôpitaux ou d'autres systèmes vulnérables? Eh bien, pour 71% d'entre eux, c'est évidemment un but financier. Certains voient là un moyen de se faire de l'argent facilement sans aller derrière les barreaux, même si ce n'est pas le cas. Si vous vous faites attraper, vous risquez quand même quelque chose, bien sûr. Ensuite, eh bien, pendant la pandémie, vous n'êtes pas sans savoir qu'énormément de gens ont commencé à travailler en télétravail. Et donc le fait que tous ces gens commencent à travailler en télétravail a ouvert des portes sur toutes sortes d'entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a eu des VPN qui ont été ouverts, qui ne sont pas forcément sécurisés, ou alors avec des mots de passe par défaut, et qui sont facilement contournables. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation drastique des attaques pendant cette période. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Maxime pour vous parler de Pegasus. Donc, moi, je vais vous parler de Pegasus. Développé par le groupe NSO. Donc, quand on vous parle de vie privée et d'agglomération de données, en règle générale, on peut penser aux spyware, qui sont des virus qui ont pour but de récupérer vos données personnelles. Donc, le spyware de NSO est un spyware vendu par un État pour d'autres États. C'est un collectionneur de données, ce qui veut dire qu'il va amasser et amasser et amasser de données jusqu'à créer un renseignement à un niveau étatique. Donc, Pegasus vise principalement nos compagnons de poche, autant iOS qu'Android, donc pas de garde d'église ici. Il est quasi invisible et utilise des failles 0D. Donc, Pegasus peut s'insérer dans le téléphone par plusieurs vecteurs. Le spear phishing, dont vous avez parlé plus récemment. L'OSINT, qui est une méthode pour récupérer des données sur une personne, dont mes collègues de mercredi vous feront une présentation un peu plus détaillée, plus complète. La redirection Internet, alors vous le savez peut-être, nous sommes retransmis sur YouTube. J'aimerais demander aux gens qui nous regardent sur YouTube de vérifier l'URL qu'ils ont pour le moment, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais rien que cette année, pendant la keynote d'Apple, presque 100 000 personnes ont regardé une fausse keynote pour acheter de la crypto-monnaie. Et ça peut paraître bête, mais juste vérifier le lien, ça aide pas mal. Il y a aussi la technique de l'émetteur-récepteur. Donc, vous connectez à un Wi-Fi, vous obtenez un accès à Internet et un spyware. 2 pour le prix d'un. Personnellement, je ne signe pas pour celui-là. Et enfin, la méthode physique. On possède à l'heure actuelle des câbles qui peuvent charger un malware dans le téléphone sans que la personne ne s'en rende compte, et c'est juste en branchant votre câble. Donc Pegasus crée un amas de données qui consiste en des SMS, des enregistrements de micro-caméras, de la localisation GPS, l'historique Internet, et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer qui se trouve dans votre téléphone. Donc Pegasus est ultra modulaire, il est chiffré, ce qui veut dire quand même qu'ils sont assez gentils, ils volent vos données, mais ils laissent personne d'autre les piquer. Il est logeable dans la RAM. Alors, pour ceux qui ont suivi des cours d'informatique, la RAM, c'est la mémoire vive. Quand on éteint son ordinateur ou son téléphone, elle est nettoyée. Ça paraît idiot comme ça, mais est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a éteint son téléphone dans la semaine? Ça paraît peu probable. Donc, et sinon aussi, ils hébergent les données dans le cloud, ce qui fait que même quand vous n'avez pas accès à Internet, eux ont accès à vos données. Donc, Pegasus a par exemple été rendu célèbre par le fait d'avoir infecté des personnes qui travaillent pour les droits humains, l'homme le plus riche du monde, ou encore des États et des pays, des responsables politiques. Donc, heureusement, une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour se protéger de Pegasus. Donc, pour les entreprises, on peut parler du Security by Design, qui est le fait d'intégrer directement la sécurité dans le développement d'applications, et donc passer du DevOps au DevSecOps. Mais il y a aussi la continuation du RGPD, qui fait que l'Union européenne, qui considère les Pegasus-like comme liberticides, tend à les interdire. Oui, mais attends une seconde. Moi, je donne déjà toutes mes informations aux GAFA, donc Microsoft, Google, etc. Ils ont mes localisations, ils ont mon numéro de téléphone. Bah, qu'est-ce que ça change ? Alors, en effet, tu donnes tes informations aux GAFA. Est-ce que tu te souviens des gros documents que tu avais au début de ta création de compte? Alors, oui, il y a très peu de gens qui les lisent, mais en gros, à l'intérieur, il y a la liste de comment est-ce qu'ils comptent utiliser tes données.
Alors, même si les hackers à l'heure actuelle ont des services après infection, donc qui répondent à des questions comme est-ce que mon paiement est sécurisé? Est-ce que si je vous paye, est-ce que je récupérerai bien mes données? Oui. Par contre, je n'ai pas encore vu leurs conditions d'utilisation avec les respects du RGPD. Ça, je n'ai pas vu. Mais sinon aussi, on peut citer des cas un peu plus puissants que juste le vol de données, comme par exemple le cas de Stuxnet, qui a utilisé une intrusion par clé USB qui s'est répandue sur le réseau et qui n'a attaqué que les ordis principales pour accélérer les turbines d'enrichissement d'uranium. Alors, il a parcouru tout le réseau, mais n'a infecté que les turbines. Par exemple, l'ordinateur qui était connecté juste à côté, il l'a visité, mais ne s'est pas installé dessus. On peut aussi citer comme héritier de Stuxnet IronGate, qui vise également les systèmes SCADA. Le fait qu'à l'heure actuelle, l'informatique est tellement omniprésente qu'il permet d'influencer une guerre, et même de la faire gagner. Et enfin, oui. Alors, je m'explique. Oui, la première victime de ransomware donc, qui a causé une mort, c'est un bébé. Je vais vous rassurer, ce n'était pas volontaire, enfin, ce n'était pas visé. Mais on l'a quand même mis ici pour montrer que si, par exemple, on vise quelqu'un qui a besoin d'accès à des soins, on peut complètement attaquer un hôpital, empêcher un médecin d'exercer et mettre la vie de la personne en danger. Donc c'est plus à titre futur qu'on a mis déjà cette mise en alerte. Donc maintenant, on va vous faire une démonstration. Donc je vous rassure, on ne va pas attaquer un hôpital normalement. On n'attaque pas un hôpital, hein? Ah non, t'inquiète. Non, ça va. Voilà. Donc, on va maintenant passer à une petite mise en situation pour cette dernière partie, donc une petite démonstration. Pour ce faire, on va avoir besoin de 3 outils. Tout simplement un téléphone, ici c'est un Android. Pourquoi un Android? Parce que c'est sur ce type de téléphone qu'on va exploiter la future faille. On va avoir également besoin d'un ordinateur. Je n'ai pas besoin de vous lister pourquoi. Et on va avoir besoin d'un serveur web. Le serveur web, il va en fait servir de canal de transition. Grossièrement, c'est simplement une petite route qu'on va établir entre un point A et un point B. Donc on va commencer par forger notre petit logiciel malveillant par le biais de Metasploit. Metasploit, c'est quoi? C'est simplement un environnement qui va nous permettre d'avoir des détails sur à peu près la totalité des vulnérabilités qui sont présentes au sein des différents appareils technologiques comme les imprimantes, les PC, les téléphones, etc. Un petit bout de code qu'on va faire exécuter en fait sur notre système cible. Ici, la cible, c'est en l'occurrence le téléphone. Attention, avant de lancer toute opération, il faut mettre le serveur web en route, sinon rien ne fonctionne évidemment. Et voilà, le fichier néfaste est maintenant à présent sur le téléphone. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va tout simplement en fait, faire une photo, si elle n'a pas déjà été faite. La photo a été faite. Alors évidemment, elle n'a pas été faite par le biais du téléphone, mais par l'application, par le logiciel tout simplement que Maxime est en train de gérer. On va pouvoir également localiser le téléphone. On va pouvoir du coup intercepter des SMS, également parler avec les différentes personnes présentes au sein du téléphone, donc les différents contacts. Et on peut simplement s'imaginer un cas de figure où la personne va localiser votre téléphone, elle va savoir exactement vos moindres faits et gestes. Malheureusement, oui. Et voici la preuve justement de la photo qui a été prise, qui est effectivement très nette, comme vous pouvez le voir. J'ai pas pu faire la mise au point, c'est pas moi qui ai choisi de faire la photo. Hein. Mais voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut vraiment prendre le contrôle de la caméra par le biais d'un ordinateur qui a injecté justement un petit logiciel malveillant au sein de celui-ci. Donc voilà, c'était tout pour la présentation. Je vais vous laisser avec Maxime qui va vous conclure tout ça.
On va essayer de vous montrer comment on peut se protéger des systèmes similaires. Donc, pour le moment, on peut vous citer par exemple les bonnes pratiques, comme par exemple dans les guides d'hygiène, dont celui de l'ANSSI fait référence, et il est tout à fait complètement en français, donc, et libre d'accès. On a également différentes sources, comme le CERT, qui est une organisation au niveau de l'EU qui est divisée dans chaque pays, et qui a pour but de protéger les entreprises et les administrations. Donc, je vais passer un peu les slides pour faciliter votre compréhension, et de toute façon, ils sont tout à fait disponibles après. On a aussi le Safe on Web, qui est un projet du CCB, qui permet de recenser des menaces et des news sur les cyberattaques qui planent pour le moment sur notre pays. Et enfin, l'OWASP, qui dans le cadre de DevSecOps a pour but de montrer aux entreprises les failles de sécurité web les plus courantes. Il fait référence dans son domaine et donne une très bonne documentation. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et nous remercions également nos professeurs qui nous ont permis de vous donner cette présentation. Combien on a fait? À peu près le bon temps. Ah, let's go, putain. On a tenu ce qu'il fallait au final. Donc là, il est mute, c'est ça? Pour la présentation, nous allons avoir l'entreprise Chronos avec comme sujet la data science appliquée au pipeline de transport de gaz ou l'optimisation pour la sécurité environnementale par M. Jean-Pierre Van Loo, excusez-moi, Managing Partner pour Sparkle.be. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme déjà précisé, je travaille pour une société qui s'appelle Sparkle, qui est spécialisée dans les services et la consultance dans le domaine des data. Donc, ça passe par l'acquisition, la transformation de données, la création de modèles de données et toutes les architectures qui en découlent. Aussi, tout ce qui est visualisation de données, les parties prédictives au travers d'intelligence artificielle. Et alors, certains aspects un petit peu moins techniques, mais qui tournent aussi autour des données, comme la data governance, par exemple. Et donc, Sparkle fait partie de la grande famille des sociétés Chronos. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu différent merci, des autres présentations, dans la mesure où ce n'est pas directement de la sécurité des données, mais plutôt de la manière dont on peut utiliser les données pour augmenter, pour améliorer la sécurité dans un domaine qui est tout à fait différent de l'informatique, puisqu'il s'agit des pipelines, et en l'occurrence des pipelines de transport de gaz naturel. Donc, ce que je propose avec vous, il s'agit d'un projet qu'on a fait avec la société qui s'occupe de gérer le backbone de transport gazier en Belgique, c'est-à-dire Fluxys. Donc, on parle bien du réseau, oui, qu'on appelle le backbone, et pas des conduites qui amènent le gaz jusqu'à chez vous. Donc, il s'agit vraiment du réseau qui nous interconnecte aux autres pays européens et qui nous interconnecte aussi aux bateaux, par exemple, qui viennent amener du gaz liquide à Zeebrugge. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'abord d'un petit peu planter le décor au niveau de la problématique. Quelle est la problématique pour laquelle Fluxys a fait appel à nous? Les différents types de menaces. Donc, qu'est-ce qu'il peut...
quels sont les éléments qui peuvent porter atteinte à l'intégrité d'un pipeline? Il y a différents types de causes possibles. On va un petit peu voir comment on a répertorié ces différentes causes. Ensuite, quelle est la probabilité d'un incident? Donc, pour chaque cause, en fonction d'une série de paramètres, comment détermine-t-on la probabilité d'un incident? On va également définir une série de classes de probabilité. Et alors l'autre aspect, donc d'un côté il y a la probabilité qu'un incident se produise, l'autre aspect qui est très important pour la sécurité, bien entendu, c'est les conséquences. Donc on ne parle pas du même type de conséquences s'il s'agit d'une petite fuite sur un pipeline qui est quelque part dans un champ et qui va rapidement être corrigé, d'avoir un pipeline qui traverse par exemple une zone habitée où il y a des risques beaucoup plus importants. Et donc, sur base de ces éléments, donc de la probabilité et de la conséquence, ce qu'on a construit, c'est une matrice de risque. Et sur base de cette matrice de risque, ça nous a permis de classer les différents pipelines en fonction de leur dangerosité et donc d'établir des priorités pour les opérations de contrôle et de maintenance. Donc, au niveau des données, on s'est servi principalement des données qui ont été extraites d'un système qui est utilisé chez Fluxys et qu'on appelle le Pipeline Integrity Management System. Et donc ce système rassemble toute une série d'informations, d'une part sur les pipelines en tant que tels, mais aussi sur les opérations de maintenance, sur les mesures qui ont été faites, etc. Donc c'est une base de données assez importante. Donc on est parti d'un export en Excel de cette base de données. Donc ça, c'est la source principale. Alors pour revenir un tout petit peu sur le fameux réseau, on parle d'environ 4000 km de pipeline à travers la Belgique. Il y a différents points de connexion avec nos pays voisins. Et donc il s'agit vraiment d'un maillon dans une architecture européenne complète de réseaux de transport gazier. Ce qui est important, c'est d'abord, dans un premier temps, de pouvoir identifier quelles sont les causes, qu'est-ce qui peut porter intégrité à un pipeline. Et donc, en fonction des différents types de problèmes rencontrés, on a également besoin de données historiques. Donc, j'ai parlé du Pipeline Integrity Management System, mais ce système ne contient pas de données historiques liées aux incidents, par exemple. Et heureusement, il y en a assez peu. Et donc, on a dû aller chercher ailleurs des informations complémentaires concernant ces incidents. On va y revenir juste après. Donc, juste pour préciser un petit peu, le fameux Pipeline Integrity Management System, en fait, c'est une approche itérative. Donc, il y a une série d'interventions qui sont planifiées, qui sont exécutées. On check, on voit quel est l'impact sur les mesures qui ont été faites et on recommence. Donc c'est vraiment un système itératif qui va suivre le pipeline pendant toute sa durée de vie. Donc on ne parle pas de sa construction, mais à partir du moment où il est mis en production, toutes les informations sont dans ce système. Alors je vous avais parlé de données supplémentaires, de données historiques nécessaires. Et là, on s'est tourné vers une organisation qui s'appelle EGIC et qui regroupe 18 transporteurs gaziers européens. Et donc, on ne parle plus d'un réseau de 4000 km, mais là, on parle d'informations concernant un réseau qui fait 150 000 km. Donc, il y a déjà beaucoup plus d'informations. Il y a une série d'incidents et cette base de données contient à peu près 1500 incidents. Et pour chaque incident, on a des informations sur, par exemple, quelle était la cause de cet incident, quelles ont été les conséquences de ces incidents. Et donc, on a l'historique qu'il nous faut pour pouvoir aller plus loin dans le raisonnement.
Et donc la première chose pour laquelle on a utilisé cette base de données, c'est pour déterminer les différents types de menaces. Le premier type de menace, qui représente à peu près 50% des problèmes, ben, ce sont les interférences externes. Donc, il peut s'agir de problèmes mécaniques sur le pipeline. Donc, par exemple, je pourrais prendre l'exemple d'un agriculteur. Il y a un pipeline qui passe dans son champ. Il a creusé un petit peu trop profond. Bon, il faut déjà y aller, puisque les pipelines sont à environ à 90 cm sous terre. Mais bon, un problème peut toujours arriver. Et ce genre de problème-là regroupe pas mal de causes de problèmes. Il y a aussi tout ce qui est corrosion. Évidemment, les pipelines sont métalliques. Et donc, on parle de corrosion interne, de corrosion externe. La plupart des pipelines, du moins en Belgique, sont souterrains. Donc, on n'a pas de possibilité de voir s'il y a des points de rouille qui apparaissent ou quelque chose. Donc, c'est quelque chose qu'on va contrôler par des mesures de l'environnement. Classiquement, par exemple, la résistivité du sol, qui va donner une idée de l'humidité qu'il y a dans le sol, et donc potentiellement des risques d'avoir une corrosion externe. La corrosion interne, ben, vous allez me dire, le gaz naturel, c'est principalement du méthane, donc il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a a priori pas de raison qu'il y ait de la corrosion interne. Cependant, il peut y en avoir quand on fait des contrôles. Quand on fait justement des contrôles ou des mesures, ben, on isole une partie du pipeline et on y fait rentrer, par exemple, un petit robot avec une caméra. Et à ce moment-là, il y a de l'air qui va pénétrer dans le pipeline et il y a de l'oxygène dans l'air. Et donc là, il y a des risques d'avoir une corrosion interne. Il y a également toute une série de défauts de construction ou de défauts au niveau des matériaux qui sont utilisés. C'est aussi une catégorie importante. Alors il y a d'autres catégories comme une erreur humaine, le fait d'avoir ouvert une mauvaise vanne à un mauvais moment. Ou, et bon, on pourrait penser qu'en Belgique, ça a relativement peu d'importance, les mouvements de sol. C'est vrai qu'on n'a rien de brusque, on a très peu de tremblements de terre, mais il y a toute une série de mouvements de terrain qui sont beaucoup plus lents et qui, malgré tout, vont imposer des contraintes sur les pipelines. Donc, au niveau du projet, qu'est-ce qu'on a considéré ? On a considéré 5 types de causes, 5 catégories différentes. Donc les deux corrosions, corrosion interne et corrosion externe dont on vient de parler. Les dommages mécaniques auxquels on a fait allusion aussi. Donc une agression externe sur le pipeline, les défauts de construction et d'autres facteurs environnementaux comme par exemple les glissements de terrain. Alors un pipeline, c'est assez long. Et donc, pour pouvoir mieux analyser, ce qu'on fait, c'est découper le pipeline en segments. Et les informations qu'on retrouve dans les bases de données vont être liées aux segments de ces pipelines. Donc, on définit un segment comme une partie du pipeline sur lequel les propriétés ou la propriété est considérée comme uniforme. Donc, par exemple, au niveau de la corrosion externe, on va définir un segment comme une partie du pipeline le long duquel le risque d'avoir cette corrosion externe est constant. Le problème, c'est qu'on a différents facteurs de risque et donc on a différentes segmentations. Et donc on s'est retrouvé avec des données qui regardent des tronçons de pipeline différents. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est définir une nouvelle segmentation qui est en fait plus petite que les différentes segmentations qui sont utilisées. Et on a alors des segments qui sont plus nombreux, plus petits, mais sur lesquels les différentes causes ont une probabilité constante. On peut même rajouter une 6e catégorie de segments pour ce qui concerne les conséquences. On verra plus tard la partie conséquences, mais là aussi la segmentation était différente. Un slide.
C'était peut-être pas le bon ordre. Je pense qu'il manque quelques slides. Ouais, je peux continuer un petit peu sans les slides, mais je crois qu'il en manque quelques-uns. Donc en fait, sur base de cette segmentation, ce qu'on a déterminé, c'est un score, donc un score de risque pour chacun des segments. Et ces différents scores sont déterminés, par exemple, si on reprend la corrosion externe, je vous avais parlé de mesurer la résistivité, on établit un tableau qui fait la correspondance entre une mesure une valeur en ohms de la résistance et de l'autre côté une classification de risque en termes de corrosion. Donc, quand la résistance est plus élevée, le risque de corrosion sera plus faible et inversement. Et donc, de cette manière-là, on définit pour chaque segment un score. Ensuite, il y a encore une série d'éléments qui peuvent affecter ce score. C'est par exemple la manière dont le pipeline a été traité, a été entretenu. Donc, il y a par exemple de la peinture pour protéger de la corrosion, depuis combien de temps elle a été renouvelée, etc. Donc, c'est des éléments qui peuvent faire passer le score plus haut ou le score un petit peu plus bas. Et donc, ce score pondéré, je dirais, par ce risque supplémentaire ou inférieur suivant le traitement, c'est ce qu'on a appelé la probabilité. Et donc là, on a une probabilité d'avoir un incident. Au niveau de la probabilité, on va avoir pour chaque segment une valeur de probabilité pour les différents types de risques ou les différentes causes. Ce qui sera... Ah, voilà. Oui. Parfait. Donc ça, c'est comment établir le score d'intégrité. Passer à la probabilité. Donc c'est ce que je viens de rapidement expliquer avec ici des couleurs et des graphes. Et donc une fois qu'on a cette probabilité, ce qu'on a décidé de faire, c'est de classer les probabilités, pour appeler ça discrétiser, donc définir différentes classes de probabilités de manière à ce que ça soit plus facilement gérable pour faire une matrice de risque plus tard. Et donc, on a défini quatre niveaux de risque, de extremely high jusque low, en passant par high and moderate. Et la manière dont on a fait ça, c'est de manière très empirique, je dirais. Certains ont peut-être reconnu Power BI. Donc, on a fait un dashboard. On a importé toutes les données dans Power BI. On a fait un dashboard avec la distribution. Ici, l'exemple pour la corrosion externe. Et encore une fois, là, c'est la base de données eGeek qui nous a aidés. Donc, on connaît, de par cette base de données, sur un grand réseau, le nombre d'incidents pour lesquels la probabilité sera extremely high. On le sait à peu près. On peut ramener ça au même pourcentage sur le réseau qui nous concerne, donc les 4000 km. C'est ce qu'on a fait en jouant un petit peu avec un slider et la distribution, et donc on a pu définir ces différentes catégories. Alors encore juste une petite chose avant de passer à ce qui est conséquences. Ici, on a une probabilité et on a différents niveaux de risque. Ici, c'est plus une question de notation. On a cherché une notation qui nous permette d'un petit peu résumer la situation pour chaque segment. Et donc, on commence par un L.
parce que bon, ça vient de likelihood en anglais. Et le premier chiffre sera pour ce segment le nombre de E, donc de extremely high, ensuite le nombre de H et le nombre de M. Et donc on va avoir un nombre du type par exemple L212 dans lequel on peut retrouver le nombre d'extremely high, de moderate. On n'a pas considéré les low puisque c'est la majorité des valeurs, mais on considère que ces valeurs-là ne sont pas préoccupantes. L'autre aspect qui est important, c'est les conséquences, évidemment. Et donc ces conséquences, le premier facteur qu'on va prendre en compte, c'est les personnes. Donc s'il s'agit d'une zone plus habitée, les conséquences vont être sont potentiellement beaucoup plus importantes. L'autre facteur qu'on prend en compte au niveau des conséquences, c'est les critères environnementaux. Donc dans quel type de région se trouve-t-on? On pourrait avoir un pipeline qui traverse une forêt qui risque de s'enflammer. Ça peut avoir des conséquences importantes aussi, même s'il n'y a personne qui y habite. Alors une chose qui est importante, c'est une hypothèse qu'on a prise, c'est de considérer que les conséquences sont indépendantes du type de risque. Donc, quel que soit le phénomène qui a provoqué une rupture ou qui a provoqué une fissure dans un pipeline, les conséquences sont les mêmes. Au niveau des conséquences, on a eu le même type d'approche. Donc, on a utilisé un score qui est le Z-score. Donc, on a des valeurs de conséquences pour chaque segment de pipeline qui sont en fonction des paramètres dont je vous ai parlé, donc principalement l'environnement et la population. Je ne vais pas aller dans les détails des formules, hein, rassurez-vous. C'est juste pour montrer que ce Z est une sorte de mesure de l'écart par rapport à une moyenne de valeurs. On a également extrapolé ça à l'ensemble des segments pour pouvoir travailler sur un pipeline complet. Et on a pondéré par les différentes catégories de risques de manière à donner plus de poids à un E, par exemple, qu'aux autres valeurs. Et donc exactement le même phénomène, on a refait un dashboard dans Power BI, les données étant toutes dans Power BI, hein, toutes les données qu'on a utilisées, les formules aussi, on a fait ça en DAX dans Power BI. Et donc de la même manière, et de nouveau, c'est la base de données EGIC qui nous a aidé à définir les différents pourcentages dans les différentes classes de conséquences. Donc on a défini 6 classes de conséquences. La classe 5 étant ce qui présente le plus de danger et 0 ce qui présente le moins de danger. Et de nouveau, en jouant un petit peu avec le nombre de segments, on a pu définir cette distribution. Alors on arrive pratiquement à la dernière étape. On a créé une matrice de risque. Donc, d'une part, avec les valeurs clics, donc les probabilités hein, dont je vous ai parlé, et d'autre part, les conséquences. Et en combinant les deux, ce qui est en haut à gauche représente le plus de risques. Maintenant, il y a encore une étape, une transformation des valeurs qu'on retrouve dans cette matrice. Une formule qui a été proposée par un professeur de l'université de Leuven, de manière à avoir une valeur, un score qui est plus important quand il y a plus de danger. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est plutôt l'inverse pour le moment. Et donc, on a défini ce score avec la formule que vous voyez là. Et c'est encore une opportunité, je dirais, de donner plus de poids aux extremely high, parce que vous voyez 10 fois le nombre de extremely high et 100 fois moins au medium, puisqu'on est à 0,1 seulement. Et encore une fois, on a de nouveau un facteur de pondération
basé sur le tableau qui est là en dessous, donc de manière à donner aussi plus de poids aux conséquences plus importantes. Et donc, les conséquences 5, qui sont les plus importantes, ben, le facteur multiplicatif est de 180. Quand on est C1, on n'a plus que 1,5 qui est beaucoup moins. Et donc, on a une matrice de risque dans laquelle on peut mettre des couleurs. Ce qui est vert pose pas trop de problèmes. Ce qui est orange mérite l'attention. Et ce qui est rouge demande vraiment de regarder plus en détail. Et donc là, cette matrice, ben, elle est pour les différents segments. Il reste encore donc une étape, c'est de transformer le score pour avoir un score par pipeline. Et donc, on a simplement sommé les différents segments qui représentent ce pipeline, pondérés par la longueur relative. Parce que s'il y a un risque important sur un tout petit segment qui est très court, ce n'est pas la même chose que si on a un risque important sur un segment qui est plus long. Et donc, sur base de ces valeurs-là, ben pour chaque pipeline, on a un score qu'on voit dans la dernière colonne et on a donc un classement qui va permettre de mieux prioriser les interventions. Donc voilà, ici c'est vraiment l'utilisation de données pour améliorer la sécurité dans un domaine qui n'a rien à voir avec les données. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Elle est juste sur le bureau. Je vais faire votre présentation et puis vous pouvez me rejoindre sur la scène. Nickel. Eh bien, rebonsoir. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous demanderai encore un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Van Loo. Alors, j'espère que cette présentation vous plaît, parce que c'est la dernière qu'on aura aujourd'hui. Alors, nous avons donc la société iCure, qui va nous raconter une petite histoire sur ce qui est l'encryption, la story about protecting data, par Madame Lisa Trapletti, Tech Lead. Je vous en prie, Madame, un tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Voilà, 1, 2, 1, 2, ok, ça va. Alors, la petite télécommande. Vous me dites quand c'est bon. Alors, est-ce que je vois certains de mes anciens étudiants ici? Ah, là-bas. Bonjour. Parfait. Merci beaucoup. Donc, mais bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de faire de nouveau partie de la Data Week pour cette année. L'année dernière, j'avais fait un talk concernant l'éco-conception des logiciels, mais cette année, on change de cap et on va plutôt parler de l'encryption et surtout de comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour pouvoir protéger les données. Parfait. Juste en quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Lisa Trapletti. Je suis une ancienne étudiante de l'ENALUX. J'ai fait mon bachelier en informatique de gestion. Et je viens de le dire, j'étais professeure également pendant un temps à l'ENALUX. J'ai travaillé quelques années dans le développement en tant qu'employée, dans un premier temps dans le développement mobile, et puis ensuite dans le développement back-end, notamment sur la solution It's Me. Il y a 2-3 ans, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante et je travaille aujourd'hui pour une société nommée iCure. Donc iCure, c'est une solution destinée aux entreprises, c'est une solution B2B, plutôt dans le milieu médical pour pouvoir
protéger les données des patients tout en laissant le contrôle aux utilisateurs pour partager leurs données. Et donc, les entreprises e-health, comme on les appelle, vont avoir pour objectif de mettre iCure à l'intérieur de leur propre application en déléguant la partie protection des données à notre société et en se concentrant sur plutôt le cœur de leur application médicale, sur leur algorithme médical. C'est d'ailleurs grâce à mon nouveau travail chez iCure que je peux réaliser ce talk aujourd'hui. Navré, trou de mémoire. Donc, oui, je disais ici que par rapport à iCure, on travaille surtout sur tout ce qui est encryption pour pouvoir protéger les données. Et je vous propose plutôt de rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, j'ai un petit exercice à vous proposer. Levez la main ceux qui pensent que les applications de Google sont très sécurisées. Ah ouais, pas tant que ça. Bah écoutez. Et levez la main ceux qui pensent que leurs données chez Google ne sont pas en sécurité. On est un peu plus d'accord, ok, de ce côté-là. De mon point de vue, ouais, il y a un petit problème avec les slides. Je ne suis pas la seule victime. Vous n'étiez pas la seule victime. Donc, de mon point de vue, protéger des données, c'est différent de protéger un software. Durant ma carrière, j'ai eu pas mal d'expériences sur comment protéger un applicatif où on doit faire attention aux injections SQL, on doit encrypter une base de données, on doit protéger l'infrastructure elle-même, utiliser des solutions comme Spring Security, mais très peu concernant la protection des données en elle-même. Et donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est quoi la différence entre les deux et comment est-ce qu'on peut protéger une donnée en utilisant l'encryption. Donc, l'encryption, pour rappel, c'est un mécanisme qui nous permet de protéger une donnée à l'aide d'un secret, plus particulièrement d'une clé. Ça va donc transformer une donnée en quelque chose d'illisible pour l'œil humain, et seules les personnes qui ont accès à cette fameuse clé pourront retransformer cette chaîne de caractères illisible en quelque chose de lisible, pour relire le contenu de la donnée. Tout au long de cette présentation, je vous propose de... Pardon ? Non, mais en fait, elles étaient plus jolies sur mon ordinateur, pour être franche. Mais c'est pas grave. Donc tout au long de cette présentation, je vais utiliser deux personnages pour que l'on puisse visualiser comment les données sont créées entre elles et comment est-ce qu'elles sont également échangées. Nous aurons dans un premier temps Joyce, qui sera notre patiente, et nous aurons Hopper, qui est son docteur. Étant dans le milieu médical, ce sera donc Hopper qui aura la responsabilité de gérer les données de sa patiente Joyce. C'est donc lui qui va être en charge de créer les différentes clés, de procéder à l'échange justement des différentes données. C'est lui le responsable. Mais avant ça, un peu de théorie. En encryption, on a deux types bien célèbres, je dirais. On a tout d'abord l'encryption symétrique, pour laquelle on utilise la même clé pour pouvoir encrypter et décrypter les données. Un des algorithmes les plus utilisés, c'est l'AES, et la taille des clés préconisées pour cet algorithme, c'est de 128 ou de 256 bits. En utilisant l'encryption symétrique, si Hopper veut sauver une donnée et la lire plus tard, il va donc utiliser une fameuse clé AES, par exemple, pour pouvoir sauver la donnée, et il va ensuite la réutiliser dans le futur pour pouvoir lire la donnée. Mais que se passe-t-il si jamais Joyce veut partager une donnée avec Hopper ? Ça veut dire qu'elle va devoir utiliser une clé auquel Hopper a accès. Peut-être potentiellement une clé qu'il aura utilisée sur d'autres données, peut-être pas, mais en tout cas, ça nous mène à deux problématiques de l'encryption symétrique. La première, c'est que si Joyce utilise une clé que Hopper a utilisée précédemment pour d'autres données, ça veut dire que potentiellement, elle peut peut-être lire le contenu de données auxquelles elle ne devrait pas avoir accès.
Autre problématique, c'est si jamais c'est une toute nouvelle clé que Joyce a créée pour partager une donnée à Hopper, elle va devoir fournir cette clé à Hopper. Sauf que, il faut qu'elle le fasse sur un canal sécurisé. Sinon, n'importe qui pourrait utiliser la clé et voir le contenu de la donnée. Mais si jamais Joyce avait accès à un tel canal, où elle pourrait partager une clé en toute sécurité, alors qu'elle partage la donnée elle-même, la création de la clé n'a plus vraiment aucun sens. Pour résoudre cette deuxième problématique, nous avons ce qu'on appelle l'encryption asymétrique, où là, on utilise deux clés. Une publique pour encrypter les données et une privée pour pouvoir les relire plus tard. Un des algorithmes utilisés, c'est le RSA, et pour celui-ci, la taille des clés conseillées est de 2048 bits. Donc, quand Hopper veut sauver une donnée, il va donc utiliser la clé publique pour pouvoir encrypter la donnée, et il utilisera sa clé privée pour pouvoir la relire plus tard. Et donc, si Joyce veut partager une donnée avec Hopper, il lui suffit d'utiliser la clé publique de Hopper, qu'elle peut très bien avoir reçue d'un canal, cette fois-ci non sécurisé, vu que la partie publique de la clé ne pose pas de soucis. L'encryption asymétrique a elle aussi ses faiblesses. La première, c'est qu'elle prend beaucoup plus de temps à processer, à réaliser une encryption et une décryption que l'encryption symétrique. Et la deuxième problématique, c'est que l'encryption asymétrique ne peut pas encrypter de gros volumes de données. Autrement dit, quand on utilise l'encryption asymétrique, il convient généralement, quand on veut encrypter un grand nombre de données, de l'utiliser de pair avec l'encryption symétrique. Ouais. Ici, vous avez un exemple de clé AES de 256 bits contre une clé RSA de 2048 bits. Je vous disais notamment que... Ah super, celle-là c'est cool qu'on puisse la lire. Je vous disais notamment que l'encryption asymétrique prenait plus de temps que l'encryption symétrique. Ici, vous pouvez voir une série de mesures qui ont été effectuées via un petit programme que j'ai réalisé et fait tourner sur mon ordinateur pour pouvoir procéder à un certain nombre à chaque fois d'encryption-décryption. Et à chaque fois, vous avez le temps de calcul pour l'algorithme RSA et l'algorithme AES. Alors ok, les valeurs, elles ne sont pas gravées dans le marbre vu que ça dépend toujours de la machine sur laquelle on fait tourner ce programme, mais on peut voir que plus le nombre de processus d'encryption-décryption augmente, plus la différence de calcul entre RSA et AES devient conséquente. On a 9 secondes pour pouvoir décrypter 10 000 textes en RSA contre une demi-seconde en AES. Alors vous allez me dire, 10 000, c'est quand même beaucoup. On nous enseigne à l'école d'être sobre. En plus, c'est moi qui l'ai dit l'année dernière, d'avoir des écrans sobres avec pas beaucoup de données et d'avoir quelque chose de léger. 10 000, c'est pas mal comme chiffre. Sauf que dans le milieu médical, on va toujours devoir travailler avec énormément de données. Quand vous allez chez votre médecin et qu'il doit vous donner un diagnostic, potentiellement, il doit peut-être monter sur 5, 10, 15, 20 ans, suivant notre âge, pour pouvoir donner un diagnostic fiable. Maintenant que la théorie est finie, je vous propose de passer au cas concret. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Joyce va rendre visite à son médecin Hopper? Donc, Hopper prend sa tension, il écoute un petit peu Joyce lui expliquer « Oui, mais docteur, je me sens pas très bien. La semaine dernière, j'ai eu quelques hallucinations. J'ai eu mon fils qui m'a parlé au travers des murs et des guirlandes de Noël. Et je me sens pas très bien, quoi. Hein. » Donc, Hopper va noter le diagnostic d'hallucination. Je suis désolée, il me fallait des prénoms, donc oui, j'ai pris ceux de la dernière série que j'ai regardée. Donc, Hopper va noter le diagnostic d'hallucination et également le diagnostic de délire, une visite de routine, quoi. On voyait tout à l'heure que
vu que Hopper va être gestionnaire du dossier patient de Joyce, c'est lui qui va devoir gérer l'accès aux données de Joyce. Il va devoir, bien sûr, à un moment donné X, partager ces données avec des confrères pour pouvoir demander leur avis sur le dossier de Joyce. Il va donc devoir partager de manière sécurisée des clés pour pouvoir partager les données de sa patiente. Et donc pour ça, c'est mieux qu'on utilise l'encryption asymétrique pour qu'il puisse échanger la clé publique facilement. Sauf qu'on a vu que l'encryption asymétrique seule ne fonctionnait pas, on va donc devoir l'utiliser en parallèle avec l'encryption symétrique pour protéger nos données. Autrement dit, lorsqu'on a une encryption asymétrique, on va avoir notre clé RSA, par exemple, qui va encrypter une clé AES qui, elle, encryptera la donnée médicale elle-même. Je ne suis pas habituée au micro. Ensuite, lorsque Hopper voudra partager une information avec un confrère ou avec Joyce par exemple, il va créer une deuxième clé AES pour le prochain intervenant qui, elle également, va encrypter la donnée médicale. Autrement dit, en base de données, on aura 2 copies de notre donnée. Une fois encryptée avec une clé, une deuxième fois avec une autre. Plus en détail, notre processus d'encryption va donc se faire en 2 étapes. La première, lorsque Hopper veut sauver la donnée, il va donc utiliser sa clé RSA publique pour pouvoir encrypter une clé AES, signifiant qu'il veut processer des données. Et ensuite, c'est cette clé AES qui va encrypter les données médicales qu'il voudra sauver de son rendez-vous avec Joyce. Si jamais il décide dans le futur de partager certaines de ces données avec Joyce, il va donc créer une deuxième clé AES, encrypter une première fois avec sa propre clé publique et une deuxième fois avec la clé publique de Joyce. Et c'est cette clé AES qui permettra à Joyce de pouvoir accéder aux données auxquelles elle peut avoir accès. Alors pourquoi est-ce que la clé AES de Joyce, Hopper doit également l'encrypter avec sa propre clé publique? C'est parce que comme c'est lui le gestionnaire de dossier, c'est lui qui à l'avenir doit pouvoir dire « Ok, Joyce peut toujours accéder à ces données ou pas ». Le processus de décryption va donc également se faire en 2 étapes, où quand Hopper voudra accéder à une donnée, il va utiliser sa clé privée RSA pour pouvoir lire le contenu de la clé AES qui le concerne, et ensuite utiliser cette fameuse clé AES pour pouvoir lire le contenu de la donnée médicale. Même processus pour Joyce, sauf qu'elle va décrypter la clé AES qui lui correspond à elle, et décrypter les données. Mais qu'est-ce qui se passe si Joyce décide de mettre à jour une donnée médicale en disant « Écoutez, docteur, je me suis trompé, mon hallucination, c'était pas le 18 novembre, c'était le 1er novembre. » Que vont voir nos différents intervenants? Pour Joyce, c'est assez simple, vu qu'elle peut utiliser sa clé privée pour pouvoir accéder à la clé AES, ça veut dire qu'elle pourra de nouveau relire la valeur qu'elle a mise à jour. En ce qui concerne Hopper, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, nous avions convenu que Hopper pouvait accéder également à la clé AES de Joyce, et donc il pourra voir le contenu mis à jour par Joyce, mais on a également dit qu'on avait une copie en base de données pour chaque clé AES créée. Et si vous vous souvenez bien, on a une clé AES dédiée à Hopper qui est également créée. Autrement dit, Hopper a accès en base de données à une deuxième copie de l'hallucination qui, elle, n'est pas mise à jour, vu que Joyce n'y a pas accès. Et que se passerait-il si Hopper avait partagé une donnée avec un de ses confrères appelé Jonathan? Ça veut dire que, oui,
Ça veut dire qu'il aurait dû créer une clé AES dédiée pour partager de l'information avec Jonathan également. Mais cette clé ne peut pas décrypter la donnée médicale que Joyce a mis à jour. Autrement dit, Jonathan, lui, va voir une donnée dépréciée. Une manière de pouvoir résoudre cette problématique, on pourrait se dire, Hopper, c'est lui le responsable, donc c'est à lui d'orchestrer, je dirais, les mises à jour entre tous les intervenants, mais c'est juste pas tenable sur le long terme. On a donc une deuxième solution pour résoudre cette problématique. C'est introduire un deuxième niveau de clé AES. On va donc avoir notre clé RSA qui va encrypter une première clé prévue pour l'utilisateur, qui, elle, va encrypter non pas la donnée médicale elle-même directement, mais une autre clé AES, qui, elle, est en charge de protéger le contenu de notre donnée médicale. Et donc, quand Hopper va vouloir partager de l'information avec ses confrères ou avec sa patiente directement, les clés AES qu'il va créer pour les différents intervenants vont encrypter la clé AES permettant de lire le contenu de la donnée médicale. Autrement dit, on a une seule copie de notre donnée médicale en base de données pour laquelle on a une clé AES dédiée pour pouvoir lire son contenu qui sera, elle, encryptée autant de fois qu'on a de personnes pouvant accéder à la donnée. Plus en détail, notre processus d'encryption, cette fois-ci, sera donc fait en 3 étapes. La première ne change pas. On aura notre clé publique RSA qui encryptera une clé AES dédiée à chaque intervenant avec qui Hopper partage de l'information, ou lui-même. Deuxième étape, cette fameuse clé AES liée à l'intervenant sera, elle, utilisée pour protéger une clé AES spécifique à chaque donnée médicale. Et donc, pour 3 données médicales, on aura 3 clés AES. Une pour l'attention, une pour l'hallucination et une pour le délire. Et donc, lorsque Hopper voudra partager des informations avec Jonathan ou avec Joyce, il va donc, avec la clé AES qui leur est liée, encrypter la clé AES des données médicales auxquelles ils peuvent avoir accès. Le processus de décryption se passe en 3 étapes également, où la première étape reste similaire au processus que je vous avais montré précédemment. On va donc utiliser d'abord la clé RSA privée pour pouvoir lire la clé AES liée à l'intervenant. Deuxième étape, on utilise cette clé AES pour pouvoir décrypter la clé AES permettant de lire le contenu de la donnée médicale. Et donc, que retrouve-t-on en base de données ? On va d'abord avoir un document lié à Hopper, où on va avoir ces différentes informations. Sa clé publique, qui elle peut être stockée en base de données sans souci. Les clés AES encryptées pour chaque intervenant avec qui Hopper veut partager de l'information. On a ensuite un document dédié à Jonathan et un document dédié à Joyce, chacun ayant la clé publique de leur intervenant. Et on aura un document également pour chaque donnée médicale, où le contenu de la donnée médicale est encrypté. Et on voit également les clés AES encryptées permettant de lire le contenu de cette fameuse donnée. Ce schéma permet donc, si Joyce met à jour une information, à Jonathan de voir directement qu'elle est mise à jour aussi, vu qu'on n'a qu'une seule copie de la donnée médicale en base de données. Elle permet également, si jamais Hopper décide que pour la santé mentale de sa patiente, c'est mieux qu'elle ne puisse plus accéder aux détails de son hallucination, il lui suffit de supprimer
la clé AES de l'hallucination encryptée avec la clé de Joyce. Et enfin, si jamais un jour Joyce se fait voler sa clé, elle donne un petit coup de fil à Hopper et Hopper peut simplement supprimer tous les accès de Joyce en supprimant la clé AES qui lui est dédiée. On peut donc protéger les données et avoir un niveau, je dirais, de droit assez conséquent pour les docteurs ou pour les patients quand ils gèrent eux-mêmes leurs propres données. On a donc le contenu de nos données médicales qui est encrypté en base de données. Que se passe-t-il si quelqu'un arrive à accéder à notre système et à voir ce qu'on a en base de données? Bon, on sait déjà qu'il ne pourra pas lire le contenu des données médicales elles-mêmes vu qu'on les a protégées. Mais une donnée médicale seule n'est pas forcément intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel patient elle appartient. Et donc, est-ce qu'en accédant à notre système, un hacker pourrait comprendre ce lien et en déduire quelque chose? Si on essaye d'implémenter cela de manière naïve, je dirais, vous pouvez voir ici qu'on a une implémentation plutôt sous forme de base de données relationnelle. On aurait donc une ligne pour chacune de nos données médicales, avec le contenu de la donnée encryptée, lié directement via une foreign key, par exemple, à un patient, avec son contenu aussi encrypté, pareil pour le docteur. Les codes que vous voyez juste là sont des codes standards pour pouvoir décrire des informations médicales. C'est donc une manière officielle, que vous voyez ici, de pouvoir identifier un délire et une hallucination, directement liés à notre patiente Joyce. Ouch. Vous allez dire une solution, c'est simplement d'encrypter le code avec le reste des informations et le tour est joué. Déjà pour nous, spécifiquement, chez iCure, ça ne fonctionne pas parce qu'on doit laisser la possibilité aux docteurs de pouvoir faire des recherches sur les codes. C'est quelque chose dont ils ont très souvent besoin. Mais en plus de ça, ça ne résout pas la problématique dans son ensemble. Admettons que notre hacker décide de vendre tout ça à un organisme d'assurance. L'assurance va potentiellement voir beaucoup de données médicales pour Joyce et pourrait se dire « mais moi, j'ai pas envie d'assurer une personne avec autant de données médicales ». Ou si on est dans un contexte comme dans les États-Unis, où on est dans une application de suivi de menstruation, on aurait nos patientes qui auraient une entrée chaque mois, elles en ont plus pendant 3 mois et puis ça recommence. Ce n'est pas forcément une information qu'on a envie de partager aux États-Unis pour l'instant. Il nous faut donc un autre moyen de pouvoir cacher ce lien. Parce que les métadonnées que vous pouvez avoir de vos données elles-mêmes peuvent également fournir de l'information aux personnes malveillantes qui ont envie d'attaquer votre système. Et pour pouvoir cacher ça, une solution, c'est de reprendre le même mécanisme qu'on a vu que précédemment. On a donc nos clés AES dédiées aux intervenants, avec la clé AES permettant d'encrypter le contenu de la donnée médicale. Et on aurait donc une troisième clé qui, elle, encrypte l'identifiant du patient auquel la donnée médicale est liée. De la sorte, seules les personnes qui peuvent avoir accès à la donnée peuvent également avoir accès à quel patient elle est relative. Pourquoi est-ce qu'on a créé une deuxième clé AES et qu'on n'a pas simplement repris l'ancienne? C'est une nouvelle fois dans un esprit de ségrégation des droits. Parfois, Hopper va vouloir partager des informations, par exemple avec des laboratoires, ou pour réaliser des recherches, des analyses, ils ont besoin de toute une série de données médicales, mais pas forcément de savoir à quel patient elle appartient. Et donc, en base de données, par rapport à notre schéma précédent, nous aurons donc simplement notre nouvelle clé AES stockée également sur notre donnée médicale
encryptée autant de fois qu'il y a d'intervenants pouvant accéder à la donnée. Il y a énormément de problématiques liées à la protection des données. Ici, on n'en a vu qu'une infime partie. On peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe si Joyce perd sa clé RSA. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut plus accéder à ses données médicales? Qu'est-ce qui se passe quand on veut implémenter de l'accès contrôle au niveau serveur? Si on peut accéder à rien, comment est-ce qu'on fait pour vérifier que c'est bien Jonathan, Joyce ou Hopper qui essaie d'accéder à une donnée médicale? C'est donc tout un pan de sécurité totalement différent de vouloir protéger un applicatif. Et si pour moi vous devez retenir une chose de cette présentation, c'est ça. Protéger un applicatif, c'est vouloir empêcher un hacker d'entrer dans votre système. Protéger vos données, c'est vouloir empêcher un hacker qui a accédé à votre système de pouvoir faire quoi que ce soit avec vos données. Personnellement, je trouve que c'est une perspective très intéressante et super excitante également parce que c'est quelque chose de totalement nouveau aussi dans notre schéma de société. C'est vouloir redonner aux utilisateurs le contrôle sur leurs données. Et ça, c'est quelque chose que toutes les applications aujourd'hui devraient faire. Merci beaucoup pour votre attention. On m'entend? Ah oui. Ah si, vous pouvez. Si, vous pouvez. J'ai pas pensé. C'est pour ça qu'on s'est fait des questions. Navré, j'ai pas pensé. Si vous avez des questions, je suis là. Ou je serai au drink. Oui? On a déjà vu des algorithmes tombés parce que manque de sécurité, par exemple. Déjà des versions d'OS où la clé était superbement intéressante. On précommence le jour où l'AES 2048 tombe. Pas l'AES 2048, le RSA 2048. Mais oui, on agrandira les clés. Parce que le moment où ça va tomber, je pense que ce sera un moment aussi où les machines deviendront plus puissantes. Et donc, ce sera le moment où il faudra adapter les tailles de clés. Si par contre RSA lui-même tombe, on partirait sans doute vers d'autres algorithmes asymétriques. On a notamment l'elliptic curve qui est également là. Pour celui-là, ça ne nous intéressait pas trop dans un premier temps parce que le temps de décryption est encore plus important que le RSA. Mais c'est effectivement une problématique à prendre en compte. Ça fait partie aussi de toute la réflexion et tous les défis de la protection des données avec l'encryption. Mais oui. De rien. Je vois monsieur. Est-ce que tu peux développer un petit peu, s'il vous plaît? J'entends bien que l'encryption d'encryption protège mieux, mais est-ce qu'on n'arrive pas à des problèmes où au final la donnée pèse beaucoup moins lourd que l'ensemble des clés qui la protègent? On arrive sur des systèmes qui, pour un tiers de données, le tiers sont cubés par les systèmes de sécurité. En fait, c'est vrai que tout ça va prendre de l'espace. Après, je dirais que par rapport... Alors, attendez, que je vois un peu pas dans ce qu'on fait. C'est vrai que la donnée elle-même, même si elle est très petite, directement, lorsqu'on va utiliser un algorithme d'encryption, ça va prendre un certain espace. Mais après, si on veut pouvoir protéger les données en elles-mêmes, c'est nécessaire. Ici, quelque part, on réduit quand même par rapport à la première solution, par exemple, la quantité de données, parce que c'est plus des données médicales qui seront à chaque fois encryptées et donc dupliquées, mais ce sera uniquement une clé AES qu'on stocke sur la même donnée. Mais c'est effectivement des problématiques à prendre en compte également quand on joue avec des algorithmes comme ça, parce que ça peut, un, peser très lourd, et deux, mais ça peut également avoir des soucis sur les différents accès, de comment les gérer. Oui. De rien. D'autres questions ?
Non? Comme vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, donc on arrive au terme de cette première soirée de la Data Week. Allô? Oui. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les intervenants, nos 3 conférenciers, les étudiants qui se sont donnés corps et âme, et toutes les équipes. Donc voilà, je vous invite, enfin c'est pas moi qui vous invite, on vous invite à la cafétéria pour un petit drink, je pense, qui vous est proposé pour ceux qui veulent. Voilà. Un grand merci, bonne soirée à tout le monde. Non, enfin, je peux les dire vite fait si vous voulez. Normalement, je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. Je vais pas le dire parce que...